مشيت انا اسمي ادريس في الشعبة ديال الرياضيات في 1971 خديت البكالوريا وجيت للرباط باش ندوز السنة الأولى ديال في جامعة محمد الخامس في الرياضيات والفيزياء. وذاك السنة ديال 72 يمكن الناس الشباب ما تعرفوش كانوا وقعوا شي مشاكل في المغرب، إذا قررت نمشي لفرنسا. إذا سبتمبر 1972 إلى يومنا هذا ما عشتش في المغرب. دابا يمكن أنا من أقدم يعني أعضاء ديال الجالية المغربية اللي خرجوا من 72 لحد الآن. المسيرة ديالي يمكن في فرنسا دوزت هذيك المدارس ديال الهندسة غرونوبل، ومن بعد درت الدكتوراه ديالي. وفي السنة الأولى ديال الدكتوراه ديالي كانت عندي 26 عام. وقع اللي وقع وهو أن اخترعت ما يستعمل الآن في البطاريات اللي تكون كل واحد اللي عنده يعني هاتف نقال عنده اختراع ديالي قبل الهاتف ديالي. لأن شحال الحوايج تبدلوا خصوصا زعما الطبق الزائد ديال الباتري تبدل، وانا الاختراع ديالي هو الطبق الناقص السلبي تقولوا لا نود. وهذيك لا نود بقات هي هذيك من 1979 الاختراع لحد الان مازال هي هذيك، ما بقاوش محسن. هذيك البركه ديال مولاي ادريس ديال فاس يمكن. المهم الحمد لله اللي وقع هو ان من بعد ما دوزت الدكتوراه ديالي كانت الجامعات الامريكيه كانوا بغاوني نجي، كانت MIT وستانفورد جوج بهم قالوا لي سي رشيد كي دوز الدكتوراه ديالك كتب لنا ونجيو. حاصل واحد السيد صديقي كنت خدام معاه فرنسي كان في السي سونتر ناسيونال دو ريشيرش سيانتيفيك، قال لي ما عندك ما ريان ابير دوز الامتحان ديال السي tu verras bien. مشيت للسي دوز الشفوي معاهم. واحد من لو جيري قال لي Monsieur, si vous n'êtes pas pris au CNRS, qu'est-ce qui se passe? Donc, absolument, ce sera une bonne nouvelle parce que j'ai déjà un poste au MIT et j'ai un autre poste à Stanford. Alors, ils m'ont classé et j'ai commencé ma carrière au CNRS. D'ailleurs, la professeure du MIT, quand je lui ai dit désolé, je ne peux pas venir à votre centre parce que je suis prêt au CNRS, elle a dit vous faites très bien. Allez au CNRS et vous venez quand vous voulez, vous êtes un invité, etc. Donc, c'est le début de mon parcours international. Quand j'avais passé avec le concours du CNRS, je leur ai dit, si vous cherchez un ambassadeur scientifique pour représenter le CNRS à travers le monde, prenez-moi. Et ils m'ont pris. Donc, 2 années après, j'ai passé 2 ans au Japon, à Kyoto. J'ai appris le japonais, j'en ai profité. J'ai toujours des amis japonais, donc Inch'Allah, en novembre, il y a un grand congrès, le grand congrès des batteries japonais auquel je participe chaque année, sauf pour la période de Covid. Ça s'est interrompu, donc j'y vais. Et j'en profite pour repratiquer un peu le japonais, on oublie quand on ne pratique pas. Alhamdoulilah, ça a des amis là-bas sans problème. Et un grand projet, c'est de jumeler la ville de Fès avec la ville de Kyoto. Mais ça, c'est un autre chapitre, parce que les 2 villes ont été fondées à 10 ans près la même année. Donc, les choses qui sont des similitudes entre les 2 villes, c'est extraordinaire, alors qu'elles sont éloignées de presque 12 000 km l'une de l'autre, l'une à l'extrême orient et l'autre à l'extrême occident, côté Maroc. Et donc, après Kyoto, je suis revenu et c'était donc le début des années 90. Et le début des années 90, c'était l'annonce que le japonais Sony allait sortir la première batterie à base de lithium rechargeable. Et donc, Sony, quand j'étais à Kyoto, m'ont invité et je suis allé les voir. Ils m'ont fait un accueil, quand même, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, bah, écoutez, donnez-nous une conférence. Je fais une conférence sur le pôle positif des batteries, le négatif. Toutes les questions étaient sur le graphique. Monsieur Ozami, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Ozami, on va vous faire une révélation. Vous êtes le premier scientifique au monde
à qui on va annoncer la nouvelle. D'ici 2 mois, en juillet 1990, en septembre 1990, on va lancer la première batterie rechargeable au lithium et elle utilisera votre anode. Comment vous avez fait? C'est incroyable. C'était quelque chose, je ne m'attendais pas. Si je vous disais les critiques qu'il y a eu en France contre cette anode, et qu'on n'a même pas pu déposer un brevet, un grand esprit français, il a dit « Ah bon, ça ne sert à rien, c'est un truc académique, ça intéresse que les chercheurs des universités, ça n'a aucun intérêt industriel. » Rien qu'une phrase comme ça a fait perdre à la France 100 milliards de dollars. Une phrase comme ça. Un monsieur a dit « Aucun avenir » et elle est toujours là aujourd'hui. Voilà. Les Japonais, ils sont plus pragmatiques. Ils travaillent comme ça, très, très systématique, etc. Ce qui fait que je suis devenu un peu, sans le vouloir, le conseiller de Sony quand j'étais au Japon et après quand je suis revenu en France sur l'anode en graphite. Donc ils m'ont envoyé 2 ingénieurs japonais à Grenoble et je les ai supervisés. Les relations sont restées jusqu'à aujourd'hui. Si j'y vais, il dévoile le drapeau marocain. We welcome Professor Rachid Yazami, le centre, le headquarters de Sony à Tokyo, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a même pas 2 mois, le bureau des brevets japonais m'a accordé un brevet, alors que c'est le bureau le plus difficile pour avoir un brevet. Les Japonais, ils ne veulent pas donner des brevets à des étrangers. Les ANA, ça veut dire que vous allez entrer dans leur marché. Ils sont très très conservateurs, ils ne veulent pas. Donc quand on m'a accordé ce brevet japonais, j'étais vraiment très heureux. L'ANA est venue après le même brevet, on le dépose dans plusieurs pays. Les Européens ont été les premiers à m'accorder, après ça a été les Américains, les Chinois, les Japonais c'était les derniers. Pas le mot, donc voilà, pour vous dire. Et après ces 2 années, au Japon, je reviens, donc je m'occupe de mes chercheurs, et un monsieur qui est le directeur des programmes de recherche sur les batteries à la NASA me téléphone. J'étais à Grenoble. Rachid, il va y avoir un congrès à San Francisco et tu auras la conférence plénière du lundi matin, le premier jour du congrès, et tu vas nous parler de graphite. Très bien, Rachid. Voilà. Alors, je donne la conférence à San Francisco et après, il m'amène au Jet Propulsion Laboratory qui se trouve à Pasadena, donc ça a une heure de vol, c'est en Californie. Et il me demande, il m'a dit, tous mes chercheurs n'ont pas pu venir à San Francisco, est-ce que tu ne peux pas refaire ta conférence? Pas de problème, je redonne ma conférence, questions, etc. Mais on va faire un tour du laboratoire, on fait ça, on fait ça. Un couloir, tout ce qui est à droite, c'est le labo, tout ce qui est à gauche, c'est les bureaux. Voilà, des noms. Et puis on passe devant un bureau, il n'y a aucun nom. Personne. Il l'ouvre, il me dit Rachid, c'est ton bureau. Tu viens un jour, Mahbabik. Tu viens une semaine, Mahbabik. Tu viens un mois, Mahbabik. Tu viens un an, Mahbabik. Tu viens 10 ans, Mahbabik. J'ai pris les 10 ans. Donc, alors, il y avait autre chose à ma familiale, question famille. On venait d'avoir notre première fille. Même période, en 93, j'ai dit, je viendrai quand ma fille aura 7 ans. Donc c'est seulement en 2000 que je suis allé en Californie, et ça s'est passé vraiment royalement bien. Caltech, California Institute of Technology, la NASA, et j'ai eu la chance justement d'avoir testé les batteries qui sont allées sur Mars. Donc il y a encore une batterie dans laquelle j'avais travaillé, qui est encore sur Mars, avec 2 robots, Spirit et Opportunity, 2 robots qui ont ramassé des échantillons, etc. Voilà, donc après la Californie, ce qui s'est passé, le président Bush, qui est un monsieur génial, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, moi je coupe les supports, enfin tout ce qui est financement, des projets fédéraux sur les batteries au lithium, et on va faire que de l'hydrogène. Et dans son discours, il a dit, moi je rêve que dans quelques années, les Américains vont pouvoir aller de New York à Los Angeles avec une voiture à hydrogène. Donc il a coupé tous les fonds. Et j'ai dit à mon collègue américain, écoute, si Bush a décidé qu'il n'y a plus d'avenir au lithium, je pars.
Le patron de la recherche sur les batteries, qui m'avait invité au début, on a déjeuné ensemble. قال لي this is not going to happen. You are not going to leave America. Alors, David passeport. Donc là, écoute, non, je dois y aller. Je ne veux pas laisser un président politique de décider comme moi, scientifique, ce que je dois faire. Excusez-moi, d'accord? Et effectivement, j'avais décidé en un premier temps de retourner en France, mais il s'est passé que un chasseur de tête, et ça c'est ce qui nous manque au Maroc, un chasseur de tête, vice-président de l'université Nanyang Technological University à Singapour. Il a un budget pour visiter plusieurs pays dans le monde et il a la liste des gens qu'il a envie d'éventuellement faire venir chez lui. Un ami, un professeur ami californien, le professeur, enfin je ne me rappelle plus son nom, il est là. Au bras, tu vas prendre un petit café avec lui, très bien, on prend un café. Une semaine après, il m'envoie une lettre d'invitation. Ils vont ouvrir le premier grand centre de recherche sur les énergies renouvelables à Singapour. Ils m'envoient le billet, Singapore Airlines, business class, etc., l'hôtel, tout impeccable. Je donne la conférence et le titre de la conférence, que faut-il faire dans les 10 prochaines années concernant la recherche scientifique sur les batteries? Et je dis ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Des idées générales. Et au moment après la conférence, on s'est assis pour déjeuner. Il y avait le ministre singapourien de la recherche scientifique et l'éducation. Il y avait le monsieur qui était le vice-président de l'université. Et il y avait le directeur du centre de recherche sur les énergies qui était là à table. Et le monsieur qui était venu me voir, il m'a dit, écoute Rachid, ce que tu nous as présenté, c'est vraiment intéressant. Pourquoi tu ne passes pas 10 ans avec nous et tu fais ce que tu nous as proposé? Il n'en est pas question. Non, moi j'ai déjà donné ma parole, je crois que je rentre en France, etc. Elle dit, écoute, mon grand ami, c'est le directeur général du CNRS. Je lui téléphone, je lui dis, on a besoin de Rachid Yazami chez nous et il donnera le feu vert. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, je reviens à Los Angeles, ma femme, ma fille, je leur dis, bah, écoutez, on me propose d'aller à Singapour, qu'est-ce que vous pensez? Ma femme, elle m'a dit, on y va. Et il y a un donc c'était en 2010, voilà, c'est un peu le Ibn Battuta de la science, je repars sur Singapour et j'y suis depuis donc 2010 jusqu'à maintenant. Donc j'ai travaillé comme professeur visiteur avec un titre très sympathique, ils appellent ça chair professor, donc chair. Pendant 8 ans. Et j'étais un tout petit peu, je ne vous cache pas, je leur dis à mes amis singapouriens que j'étais frustré par le niveau qui n'est pas très élevé de la recherche scientifique à Singapour. Moi, je suis très franc. Donc, j'ai passé un certain nombre d'années à Grenoble, en France, je vois le niveau de la recherche. J'ai passé 10 ans à Caltech. Oh, c'est le top du top, c'est le Hermès de la recherche scientifique. Là, c'est comment tourner un bouton, comment faire un truc, il y a une fuite là, etc. C'est de l'ingénierie. J'ai rien contre, mais c'est pas assez élevé. Donc, j'ai pris ma retraite. J'ai demandé à, voilà, je suis sorti de l'université et j'ai fondé mes propres sociétés. Donc, maintenant, je suis presque plus entrepreneur à Singapour. J'ai 2 ou 3 sociétés. Et je cherche des financements à gauche à droite. Alhamdoulilah, ça va très très bien. On a une quarantaine de brevets, rien que la société de la Singapour, on a une quarantaine de brevets, dont j'ai toujours espéré les utiliser au Maroc, mais ce n'est pas encore arrivé. Donc on travaille toujours pour la valorisation de ces brevets-là, créer des emplois, aussi bien sûr à Singapour, là, en Asie, parce que quand j'étais en Inde il y a même pas 2 semaines, 3 semaines. J'étais au Vietnam il y a 1 mois et demi. Donc je voyage pas mal. Alhamdoulilah. D'abord, la chose la plus importante, c'est que dès que je me présente, je dis, n'oubliez pas, je suis marocain. C'est la première importance.